protéger les gens de service. Sympa. J'ai 3 émissions dans l'après-midi, il faut qu'elles se... Bonjour à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette conférence organisée dans le cadre des 40 ans du GART au programme L'évolution de la mobilité depuis 40 ans et également les enjeux pour la mobilité de demain, avec nos 3 invités, Anne-Marie Hydrac, juste ici sur ma gauche, qui est haut responsable au véhicule autonome, Jean Viard également sur ma gauche, sociologue, et enfin à ma droite, Louis Nègre, président du GART. Donc au cours de ces 40 ans, il y a énormément de choses qui se sont passées et c'est pour cela qu'on va faire une petite rétrospective. Alors, je vous emmène avec nous un petit peu dans le temps avec cette rétrospective sur 40 ans. Donc, c'est assez important au niveau des transports. Il y a eu une quinzaine de lois, comme vous avez pu me le dire au début de ce programme. Ma première question est la suivante. Donc, de la loi d'orientation des transports intérieurs, dite aussi LOTI en 1982, à la loi d'orientation des mobilités de 2019, la fameuse LOM. On peut dire, je pense, que les transports ont un cadre législatif, réglementaire qui est en constante évolution. Alors pour vous, quelles sont un petit peu les transformations majeures qui ont été accompagnées par ces lois? Alors c'est vrai, vous l'avez dit, 15 lois différentes à partir de la LOTI, en passant par la LOM que nous avons votée en 2019. Et maintenant, on continue avec la loi climat et résilience, 4D, bref. Dans les transports, c'est de la mobilité législative permanente. Donc ça a permis de faire évoluer considérablement. Le droit au transport a été installé par la LOTI. On est parti sur cette base-là et désormais, grâce à la LOM, c'est l'ensemble du territoire. Voilà une avancée considérable. Avant, ce n'était pas le cas. Désormais, avec la LOM, la loi d'organisation des mobilités, nous avons la couverture de l'ensemble du territoire national. C'est un progrès considérable. De la même façon que nous avons l'accessibilité, qui est aussi devenue un élément majeur de la vision moderne, contemporaine que nous pouvons avoir sur la mobilité. Mais vous avez aussi la loi sur la dépénalisation du stationnement, qui a permis de travailler et de donner aux pouvoirs publics locaux le pouvoir sur le stationnement. La circulation des véhicules, les flux de circulation et le stationnement sont liés en zone urbaine. Et donc, désormais, nous avons cette possibilité d'intervenir, d'agir dans ces 2 domaines-là. Et vraisemblablement, nous aurons l'occasion, sans doute, avec Madame la ministre Hydrac, de pouvoir évoquer la logistique urbaine, qui est une autre avancée, qui serait une autre avancée pour qu'on maîtrise mieux tous les flux de circulation et donc la qualité de vie de ceux qui habitent dans nos villes. Alors vous l'avez mentionné un petit peu, on commence à avoir une décentralisation finalement des compétences. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement puisque depuis 1970, on a eu d'importants transferts des compétences en matière de transport qui se sont faits sur le transport routier mais également le ferroviaire. Et récemment, on a la fameuse loi NOTRe qui porte sur une nouvelle organisation territoriale de la République qui a modifié également le paysage régissant l'organisation de transport dans le territoire. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça apporte en termes de compétences pour les territoires? Eh bien, pour la loi, les nouvelles lois qui viennent de sortir, ça permet d'avoir des visions globales. J'ai été sénateur et je m'occupais un tout petit peu de ce dossier-là. Et donc, nous avons voulu, par exemple, avec le STRADET, donner à la région, je l'assume totalement, une responsabilité de tour de contrôle sur l'ensemble de la région. Il nous faut effectivement coordonner, toujours, en posant comme principe de base de notre réflexion que c'est l'usager qui est central et pas les institutions. Et donc, à partir de là, nous avons besoin de cette vision. Nous l'avons désormais avec le STRADET, avec la région. Mais c'est aussi le pouvoir des nouvelles métropoles qui organisent l'ensemble avec un changement considérable que nous avons obtenu, notamment grâce, disons, à l'action du GART, sur la loi d'orientation des mobilités, avec le fait que désormais nous passons des AOT à AOM. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est très simple. C'est des organisations qui s'occupaient du transport, maintenant s'occupent de la mobilité, c'est-à-dire toute la mobilité.
C'est très important parce que les élus locaux, vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans la décentralisation. Ce que nous souhaitons, c'est davantage de décentralisation pour que le pouvoir exécutif de celui qui agit ne remonte pas jusqu'à Paris pour prendre une décision, mais se fasse localement, en direct, plus de proximité, plus de réactivité et en général plus d'efficacité. Et aussi une meilleure compréhension peut-être des dynamiques dans les territoires. Finalement. Absolument, puisque vous êtes au contact et vous voyez les évolutions, j'allais dire, au jour le jour, au quotidien. Alors on a parlé de ce que ça pouvait apporter en termes d'avantages pour les usagers. Vous l'avez dit, remettre les usagers au centre de ces modes de réflexion. Mais il y a un autre enjeu aujourd'hui qu'on doit prendre en compte, c'est la transition écologique. Est-ce que cette décentralisation, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est un accélérateur de mobilité durable? Absolument. Parce que justement, ce sont des élus locaux qui vivent avec leur temps, dans leur milieu. Et tout le monde se rend compte qu'il est urgent de se préoccuper de transition à la fois énergétique et écologique en même temps. J'ai eu la chance et l'honneur d'être rapporteur de cette loi au Sénat, TECV, et c'est la loi de transition écologique justement où nous avons fait évoluer les idées. Et aujourd'hui, on peut dire que toutes les collectivités locales sont partie prenante dans cette démarche vers davantage, j'allais dire, de véhicules propres. Mais véhicules propres, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement deux choses. La première, c'est que vous vous occupez de la santé de la planète, parce que c'est la lutte contre le changement climatique. Vous produisez moins de gaz à effet de serre. Et donc, vous avez en cause la planète. Mais vous avez également le côté santé publique. Santé publique, pourquoi? Parce que quand vous avez un véhicule propre, vous ne polluez pas. Si vous ne polluez pas, c'est les poumons de chacun de nos concitoyens qui est concerné. Il y a 48 000 morts prématurées en France dues à la pollution urbaine. Eh bien, justement, grâce au transport public, grâce à ces élus qui s'occupent du transport, nous avons aujourd'hui de quoi faire pour lutter et pour faire en sorte que cette transition écologique se produise réellement sur le terrain. En effet, et tout ça a besoin d'innovation, donc parfois de technologie, et c'est à ce moment-là que je vais me tourner vers vous, Anne-Marie Idrac. Pour vous, pendant ces 40 années, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'innovation technologique et quels ont été les plus marquants sur le secteur des transports? Eh bien, c'est ce que vient de dire Louis Nègre. On est passé des transports aux mobilités. C'est-à-dire que quand on était dans les transports, et encore pendant les 20 premières années de la vie du Gard, pendant la fin du XXe siècle, le vélo était le vélo, le tramway commençait vaguement à revenir, les autobus au mieux des mieux devenaient accessibles aux handicapés, la voiture se portait bien, merci, elle était de plus en plus sûre. Bon, voilà. Les évolutions technologiques sur la mobilité, c'est le mobile. Avec une digitalisation qui finalement se manifeste dans deux endroits. Une partie un peu immergée de l'iceberg, qui est d'améliorer la productivité des transports publics. Une meilleure gestion des flux. Par exemple, quand j'étais présidente de la RATP, on a fait passer de 90 à 60 secondes les intervalles entre les trains sur certaines lignes. Gain de 50%. C'est la maintenance prédictive. C'est la supervision des flux d'autobus. C'est la gestion des horaires du personnel. Donc il y a toute cette partie immergée de l'iceberg. Et puis surtout, évidemment, ce que tout le monde a pu voir, c'est des nouveaux services. Alors au début, l'information, c'était, pardon du terme, un nice to have. Et puis maintenant, c'est devenu un... C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. C'est le must have. Ouais. Bon. Les autorités organisatrices mettent l'information dans leur délégation de service public. Pour la logistique, puisque le président en a parlé, les clients veulent savoir à la seconde près où est leur paquet. Je vais vous dire, personnellement, j'ai toujours pensé qu'il vaut mieux un bus qui arrive à l'heure que 3 applis qui me disent qu'il va arriver en retard. Mais enfin. Donc l'information, c'était la première chose. Ensuite, des nouveaux services. Le Pass Navigo, par exemple, que j'ai introduit à Paris, tous les systèmes de paiement sans contact, etc. Bon, voilà. Tous les services dans lesquels il y a le mot « co », les services partagés, covoiturage, co-sharing, free floating, etc. Tout ça, c'est possible grâce à des partages des données, comme on dit, et grâce au numérique.
Et même la mobilité comme un service, dont on parlera peut-être pour l'avenir, elle aussi, quand elle permet à la fois l'information, la tarification, le choix des modes de transport, etc., c'est évidemment le numérique, et tous les systèmes de cartographie, etc. Donc quand on est passé des transports aux mobilités, on est passé des véhicules aux mobiles. Donc, ce que je Je retiens caricature un peut-être peu, de ce mais que vous c'est venez mon de dire, résumé de la chose. c'est qu'on a beaucoup de technologies qui se sont ajoutées en termes d'information et de mise en relation également des modes de transport. Mais sur les transports eux-mêmes, on n'a pas eu de grosses révolutions sur ces 40 dernières années. C'est-à-dire, en fait, il y a eu des évolutions. Hein. Je veux dire, rendre les véhicules accessibles, c'est très important. Rendre les voitures, très important. Rendre les voitures plus sûres, c'est quand même un des combats que la France a gagné dans les dernières décennies. Et maintenant, le nouvel horizon, c'est le verdissement. Évidemment, qui concerne tous les véhicules, et dans une certaine mesure, une connectivité encore plus importante pour éventuellement développer des services de véhicules encore mieux connectés, encore mieux automatisés ou en voie d'automatisation, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être sur ce qui vient d'être dit en termes d'innovation et de comment est-ce que le paysage du secteur des transports a évolué, comment est-ce que ça s'est transcrit d'un point de vue du GART, des AOM ? Il s'est transcrit de deux manières. D'une part, la première, c'est la transformation et je dirais l'abandon progressif du diesel. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de véhicules électriques. Alors, au point même que l'industrie peine justement à rattraper la demande que nous faisons. Il n'y en a pas. Assez, en tout cas. Il commence à y en avoir. Voilà. Donc, et le véhicule à hydrogène également, qui est sorti, mais qui a besoin, là aussi, je dirais, d'être déverminé, si vous me permettez ce terme. Mais ça y est, c'est parti. Et nous avons, nous, élus locaux, une responsabilité majeure, je le dis, de santé publique, tout simplement. Sans compter que la nuisance numéro 1 qu'on oublie trop souvent en ville, c'est le bruit. Eh bien, quand vous avez un véhicule propre, il ne fait pas de bruit. Donc, à la fois, il pollue pas. Parce qu'il est électrique. Parce qu'il était électrique, oui. Un véhicule propre, a priori, est normalement électrique dans la grande partie. Voilà. Donc, en grande partie. Bien. Et donc, nous avons à ce moment-là des véhicules propres qui ne font pas de bruit. C'est un avantage considérable et une avancée, là aussi, considérable. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la Ministre, c'est qu'effectivement, on est passé d'un matériel désormais à une mobilité. Et une mobilité à travers différents systèmes. Quand on devient autorité organisatrice de la mobilité, on s'occupe aussi des trottinettes électriques. Donc, on a tout un ensemble qui fait que nous avons désormais la possibilité de pouvoir intervenir sur tout le parcours de la mobilité de nos concitoyens. Très bien, je comprends bien ce que vous apportez ici. Je vois qu'on parle également beaucoup des usagers. Oui. Ces usagers, ils ont aussi influencé nos modes de transport. Parce Totalement. en effet, quand on commence à essayer de se déplacer de façon un peu plus douce, à vouloir enchaîner différents modes de transport, il faut intégrer tout ça. C'est à ce moment-là que je vais me tourner vers notre sociologue, M. Jean Viard. Donc, dans les 40 dernières années, sur le plan sociologique, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne à penser de cette façon-là? Parce que c'est assez différent quand même. Il y a la rupture de la pandémie, on en parlera après. Au fond, ce qui s'est passé, c'est que le pétrole a pris le pouvoir sur la mobilité. Je veux dire, après la guerre, petit à petit, le pétrole a structuré nos sociétés. Le pétrole, la voiture, l'avion, etc. Donc les guerres pour le pétrole et tout, et ça a tout structuré en réalité. Et ça a permis qu'on parte des campagnes et qu'on aille vers les villes. Puisqu'en gros, après, dans les années 60, on faisait 5 km par jour et par Français. Aujourd'hui, on est à 60 km par jour et par Français, en moyenne globale. L'enfant de plus de 6 ans, j'enlève les enfants de 6 ans. Vous voyez, ça donne un phénomène de société qui se met en déplacement extraordinaire, qui quitte les campagnes, qui va vers les villes et qui ressort des villes. C'est ça qu'il faut que j'aime oublier dans nos réflexions. C'est qu'on a construit 16 millions de maisons avec jardin, et il y a 12 millions d'appartements. Il y a 63% des Français qui habitent dans une maison avec jardin, qui la quittent en voiture. Donc, il faut faire très attention. On a un imaginaire de la ville dense, en hauteur. On a en gros les solutions. Mais c'est une minorité de la population. La majorité n'est pas là, elle est autour de la ville. Et c'est tous ces problèmes sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Et si vous voulez, il y a d'autres choses qui sont fondamentales. Moi, il y a une chose pour moi qui est fondamentale, qui s'est passée il y a 20 ans. C'était l'inauguration du TGV Paris-Marseille par Jacques Chirac. Parce que d'un coup, pour les Parisiens, la Méditerranée, c'était à 3 heures.
Et c'est extraordinaire cette inauguration parce qu'il y a 2 TGV, un qui est parti de Paris, un qui est parti de Marseille à 7h du matin. Celui de Paris était bondé, tous les mecs faisaient tamponner leur ticket pour le garder, leur collection et tout. À Marseille, il n'y avait personne. Alors les journalistes étaient tous là et ils ont trouvé un Marseillais qui traînait sur le quai. Ils lui disent, mais pourquoi il n'y a personne? Alors tu dis, pas quoi le dimanche, il se lever à 6h pour aller à Paris. C'est-à-dire que ce qui a l'air dans les deux sens, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en réalité, la France s'est rétrécie. Les grandes villes, Bordeaux, c'est 2 heures maintenant. Lyon, c'était déjà 2 heures il y a 20 ans. Donc il y a ce lien-là de la vie, de la société très très réduit qui change complètement. La Provence s'est développée, Marseille politiquement a basculé. Enfin, ça a des conséquences gigantesques. Mais voilà, il y a tout ça qu'il faut dire. Et puis une dernière chose, c'est qu'il y a 40 ans, il y avait 60 millions de touristes internationaux. Nous, il y en a 1,5 milliard avant la pandémie. Alors après, je ne sais pas. Et puis les Français, le départ en vacances des Français a beaucoup augmenté. Donc vous voyez, vous avez toutes ces nouvelles mobilités qui sont très complexes, qui sont très nombreuses, et dont celles qu'on vient de voir. Donc au fond, on est entré en mobilité au niveau planétaire et à l'intérieur du territoire. Et puis là, avec la pandémie, ça ouvre une nouvelle période, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est tout ça. Mais moi, c'est vrai que je pars du territoire, parce que pour le moment, on est très bon dans les progrès sur la mobilité dans la ville. Ce qui est très compliqué, c'est qu'est-ce qui se passe entre la majorité et ça. Et si je mettais entre les deux, je mettais, on l'a bien vu, avec les Gilets jaunes. Alors j'ai beaucoup aimé votre exemple sur le Paris-Marseille, parce que je viens de Marseille et que finalement cette nouvelle ligne a permis de concilier 2 modes de vie, parce que le mode de vie parisien et le mode de vie à la méditerranéenne sont foncièrement différents. Donc est-ce que ce sont également des choses que vous prenez en compte au Gard, d'essayer de mettre en relation des territoires ? C'est désormais, en plus avec la loi que nous avons souhaitée, c'est la couverture de tout le territoire. Et donc notamment de ces espaces, de ces zones blanches dans lesquelles les gens aussi vivent, pas uniquement en milieu urbain. Et donc les pourcentages que vous nous avez indiqués tout à l'heure, Monsieur Viard, montrent bien que nous avons énormément de monde qui n'habite plus en ville, qui habite en périphérie de ville. Et cette périphérie de ville, si elle est dense, on peut la servir, je dirais, en transport en commun relativement simplement. Mais dès lors que vous allez beaucoup plus loin, à ce moment-là, le transport en commun a des difficultés. Donc nous avons imaginé des systèmes de transport, par exemple des transports à la demande. C'est-à-dire qu'on va chercher l'usager isolé, l'usager unique, sans mettre un bus de 50 places qui va fonctionner, parce que ça serait à ce moment-là une déperdition d'argent public. Mais avec ce système de transport à la demande, bref, les collectivités s'adaptent ou essaient de s'adapter justement à un monde très divers qui comporte l'urbain, le périurbain et au-delà du périurbain. Peut-être rebondir là-dessus. Non, mais ce que je dirais, c'est qu'une des grandes politiques de transport, c'est la politique d'aménagement et des logements. Vous voyez, si on décide de densifier le périurbain, ce qui est à mon avis ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire de dire que chacun peut faire 2 ou 3 maisons dans son terrain. Donc on arrive à une forme de densité qui permet justement de développer des formes de ramassage. Donc le problème, c'est que pour penser le transport, il faut avoir une politique, notamment de la construction, beaucoup plus intelligente. Dire oui, on va protéger les terres arables, on va protéger les cœurs de ville, et entre les deux, le périurbain, là où habite la majorité des Français. On voit bien que dans votre discours, à la limite, celui qui est isolé dans la montagne, la vieille dame qui veut aller au marché, celle-là, on sait la traiter, je dirais. Dans la ville, on sait le traiter. Mais la majorité des Français qui partent travailler en voiture, qui amènent les enfants à l'école, qui ont 2 diesels, parce que c'est majoritairement ça, pourquoi? Donc ça veut dire que là, on est face à un problème de penser la densification, non pas de la ville, où les prix ont déjà augmenté énormément, densifier le périurbain comme solution pour densifier le peuplement. Ça ne veut pas dire supprimer les maisons avec jardin. Ça veut dire qu'au lieu de faire des lotissements de 1500 comme on faisait il y a 30 ans, après on est passé à 1000, maintenant on est descendu à 300, on va dire dans un lotissement de 2500, vous faites 5 villas, donc du coup, petit à petit, vous pouvez ramasser les gens. Je vois peut-être, Anne-Marie Drac, que ça vous fait réagir. Qu'est-ce que ça vous évoque Je suis complètement d'accord sur le fait que le sujet principal aujourd'hui, c'est le sujet comme on dit, des périphéries, c'est-à-dire des endroits peu denses, puisque le transport collectif, ça marche avec la densité. Et la densité, ce n'est pas un problème de transport, comme vient de le dire Jean-Pierre, c'est un problème d'urbanisme, d'aménagement. Donc le sujet, c'est que comme on ne va pas densifier toutes les périphéries et obliger les gens qui ont un pavillon à en mettre 2 autres dans leur jardin, il y a une génération de transition. Et donc je pense que l'un des sujets, c'est d'organiser de manière tonique, active, mais acceptable, ces transitions, et en particulier les transitions de la densité. Et c'est pour ça que dans le mot mobilité, il y a aussi maintenant aménagement
hein, ce sont les lois que vous avez votées quand vous étiez sénateur. Moi, quand j'étais député, ce n'était pas encore tellement à la mode, mais j'aurais certainement voté ce genre de choses aussi. C'est-à-dire que maintenant, transport veut vraiment dire mobilité, parce que ça veut dire aménagement, ça veut dire construction, ça veut dire environnement. Bon. Et donc, je ne sais pas si vous avez envie de changer votre nom et de devenir, je ne sais pas quoi, groupement d'aménagement et de, je ne sais pas quoi, M. Mais au-delà des mots, il y a vraiment une désegmentation, en tout cas de la pensée. Peut-être pas encore de l'action, mais de la pensée. C'est déjà ça. C'est le début de l'action. Alors, pour vous rejoindre tous les deux, en fait, il existe désormais des lois qui ont fait sauter un certain nombre de verrous pour densifier. Et donc, sur un terrain à 2000 m², vous pouvez aujourd'hui segmenter et faire 3 terrains à avec 700 l'accord de m². tous les membres du lotissement. Soit avec l'accord de tout le monde, mais c'est pas le plus difficile, monsieur le sociologue. C'est là où on a des difficultés, nous les élus locaux, c'est que quand on essaie d'appliquer ces lois de densification, nous avons des difficultés. Parce que les gens ont fait un choix, et ce choix-là, ils ne veulent pas le remettre en question. Et donc, on a à la fois la loi qui nous autorise à densifier, à la fois une volonté populaire qui refuse de le faire, et donc c'est pas si simple que ça. Pour autant, de toute manière, nous, on a une obligation, c'est de servir le public par des transports. Et plus on mettra de transports publics, et mieux on se portera. Parce que quand j'entends le matin 350, 400 km de bouchons, je me dis qu'on ne gère pas la ville à ce moment-là. C'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Hein. Donc on mérite mieux. Et à partir de là, il faut amener une offre alternative encore supérieure. Ce qui nous entraînera peut-être alors à discuter du problème du financement des transports. Parce que bien entendu, le fonctionnement de ces transports coûte de l'argent. Alors, ce sera justement un des sujets que nous allons évoquer dans la deuxième partie, cette deuxième partie un peu plus prospective, puisque nous allons évoquer les enjeux de la mobilité et des transports de demain. C'est une vidéo que nous allons vous montrer tout de suite, qui va être projetée, et c'est un message qui a été transmis par l'un des membres du club des partenaires, qui est donc Alstom, et avec nous ce sera donc Jean-Baptiste Eméou, président d'Alstom France, et je vous laisse tout de suite avec notre vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à souhaiter au nom d'Alstom un joyeux anniversaire au GART qui a su accompagner les transformations de la mobilité urbaine au cours des 40 dernières années. Alstom est fier de participer aux côtés de 25 agglomérations et 12 régions françaises au projet de mobilité dont l'ambition est de rendre la ville de demain plus agréable et plus propre. Aujourd'hui, je souhaite plus particulièrement vous parler des tramways et les nouvelles technologies et innovations autour du tramway pour améliorer la mobilité dans la ville de demain. Alstom travaille ainsi sur des nouvelles technologies pour lutter contre les pollutions visuelles, sonores ou atmosphériques. On peut citer en exemple les solutions d'alimentation et de recharge par le sol, l'effacement des lignes aériennes de contact et plus globalement, l'insertion du tramway dans la ville. Aujourd'hui, il y a des complémentarités réelles de mobilité permettant de réduire la place de la voiture en ville. Il y a aussi une multiplication des offres de mobilité en milieu urbain avec la croissance d'une mobilité très flexible, simple et disponible, immédiatement pour les usagers, tels que le vélo, la trottinette, les voitures partagées, pour n'en citer que quelques-unes. Le transport collectif garde, quant à lui, toute sa pertinence en termes de performance économique et écologique, de capacité, de qualité de service et d'insertion urbaine. J'ai donc 2 questions à vous poser. La première, quelle est la vision du GART sur la multiplication des offres de mobilité et comment mieux accompagner les autorités organisatrices? Et la seconde, comment assurer au transport collectif urbain et au système tramway en particulier une nouvelle attractivité et avec quelle priorité pour les autorités organisatrices en termes d'innovation? Je vous remercie et encore une fois, un très bon anniversaire. C'est drôle, Alors ce mot ici, mobility. on le voit, on nous parle de multiplication des offres de mobilité, et ça tombe bien puisqu'il y avait une deuxième question qui nous avait été transmise, que nous ne pouvons pas montrer aujourd'hui, une question d'Élodie Parier du cabinet Adexcel qui nous disait qu'avec la crise sanitaire, on a constaté donc l'essor des modes de transport doux alternatifs comme le vélo libre, le vélo un petit peu, donc une mobilité douce, le covoiturage également et l'autopartage. Donc comment est-ce qu'on peut articuler ces transports collectifs
avec les transports collectifs, pardon, pour ne pas fragiliser le modèle économique qui est aujourd'hui celui de ces transports? La priorité des priorités consiste pour des élus à faire en sorte que les gens puissent se déplacer. J'allais dire, quel que soit le moyen au départ. Ensuite, vous avez des visions stratégiques de votre ville, de votre conurbation. Et donc là, vous allez mettre l'accent non seulement sur le fait qu'il faut amener un service de déplacement, mais en même temps, ce service doit être conforme aux orientations que nous avons, qui sont des orientations, par exemple, écologiques. Et donc, avec moins de gaz à effet de serre. Si vous prenez un bus, eh bien, par tête d'usager, par rapport à la voiture, c'est considérablement beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc, vous avez des objectifs à atteindre. Alors, nous avons tous constaté que ce n'est pas en multipliant le nombre de voies routières qu'on arriverait à résoudre le problème. À partir de là, c'est le transport à la fois collectif, qui correspond à une demande forte, élevée. Madame Idrac, avec la RATP, avec la SNCF, c'est du mass transit, ça. Donc là, il y a énormément de monde. Mais on avait tout à l'heure, avec notre sociologue, M. Jean Viard, on avait aussi la périphérie, au-delà même de la périphérie. Et là, c'est pour ça que nous avons tous les modes désormais, grâce justement à la LOM, nous avons la gestion de tous les modes de mobilité. Le covoiturage est un exemple très, très efficace de bon fonctionnement. Tout le monde n'a pas envie de covoiturer, tout le monde n'est pas prêt à covoiturer, mais on peut le faire. Et chaque fois que vous enlevez une voiture de la circulation, le premier bénéficiaire, c'est l'automobiliste. Pourquoi ? Parce que c'est plus fluide, ça roule mieux. Bien. Donc, vous avez l'autopartage, véhicule partagé. On sait que ça existe, que ça marche bien. Et donc, ça, c'est une autre piste. Vous avez aussi tous les modes de déplacement, les engins de déplacement personnel, donc, qui sont là aussi, qui viennent d'arriver depuis 4-5 ans. C'est tout récent et qu'il a fallu régenter. Parce qu'on s'est aperçu que l'explosion, je dirais, des trottinettes, notamment à Paris, a conduit à des excès. Bon, eh bien, avec la loi, nous avons fait en sorte, avec le GART et le ministère, de trouver un modus vivendi qui permet aujourd'hui d'admettre que les trottinettes permettent du déplacement comme les vélos. Comme les vélos. Attendez, on est un pays dans ce domaine où on a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, nous avons le vélo qui permet pour la plupart des déplacements, la majorité des déplacements font moins de 5 km. Bon. Si vous pensez qu'en vélo, vous pouvez être plus efficace qu'une voiture sur 5 km en mode urbain, vous avez tout compris. Donc, le vélo. Bon. Et enfin, il y a quelque chose qu'on oublie, qui ne relève pas directement du GART, mais des élus locaux et de l'aménagement urbain. Vous avez la marche à pied. Et la marche à pied est quelque chose de très efficace dès lors que nous sommes capables, nous, en tant que responsables de la ville, de donner des trottoirs propres avec des passages pour les handicapés ou les PMR ou les poussettes qui soient faciles. J'ai réussi cette opération dans ma ville. C'est un succès considérable. Il n'y a jamais autant de personnes qui sont allées au bord de mer se promener, pour employer le terme italien qui est encore plus parlant, la passeggiata. Eh bien, à Cagnes, c'est la passeggiata parce qu'on leur a fait des trottoirs très larges alors qu'ils n'existaient pas auparavant. Du coup, les gens sont capables de me laisser leur voiture à 300, 500 mètres de là pour aller se promener. Voilà tout ce qui nous attend et tout ce que nous pouvons faire. Peut-être sur cette relation avec les transports, on l'a vu avec la crise sanitaire, les citoyens et citoyennes étaient un petit peu moins enclins à aller dans les transports en commun et préféraient peut-être se déplacer avec des engins particuliers. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Alors, il y a deux choses. Ce que vous dites est vrai. Pendant la pandémie, on n'a pas utilisé. Mais je ne pense pas que ça soit forcément un phénomène de longue période. Non, la pandémie, elle marque la domination du numérique sur le pétrole. C'est ça qui compte, en fait, si vous voulez. C'est que le premier lien entre les hommes, j'ai dit tout à l'heure, depuis la guerre, c'est l'essence, ou plus ce qui va avec. Maintenant, le premier lien entre les hommes, c'est le numérique. Et c'est ça qui change. Que ce soit le numérique de la livraison, 21 millions de Français quand on compte chez Amazon. Le télétravail, c'était 42% des salariés. C'est la livraison du travail à domicile. Donc, si vous voulez, ce qui est en train de se passer, et je ne parle pas des numériques dans l'intrafamilial, on montre au grand-père le truc et tout. Donc ça, c'est une limite.
Et on a tous appris à se servir du numérique. Donc, le nouveau moyen de communication, c'est le numérique. Il va falloir se battre d'ailleurs pour se voir, y compris dans les entreprises. Il y a des boîtes qui vont dire non, les salariés vont rester chez vous, ou les salariés vont vouloir rester, etc. Donc c'est bien, il faut rajouter cette dimension pour comprendre qu'on est dans une société qui va vers le local et la livraison. Ce couple-là. D'ailleurs, là où on est mauvais, si je peux me permettre, c'est dans la livraison. Presque 20% des voitures dans les villes font de la livraison. Et il y a très peu de villes où c'est rationnel. Monaco est une perfection de ce point de vue-là. Ce qui n'est pas une éloge de Monaco, n'est pas mon habitude, mais il se trouve que eux, les livraisons, c'est à la même heure. Tous les jours, il y a une camionnette qui fait chaque rue, si vous voulez. Et donc, personne n'a le droit d'aller livrer dans la journée. Donc, c'est pour dire ça, parce que je crois que ce couple local-livraison, c'est-à-dire vie de proximité, autour de tiers-lieux, autour du marché, autour de l'école, autour du collège des enfants, et livraison, que ce soit du travail, etc., c'est vers ça qu'on va. Et donc, il faut faire très attention, y compris en ce moment dans nos investissements en transport dur, parce que la livraison concurrence une partie de ces transports. Vous voyez, donc il faut avoir ce type de réflexion. Puis je dirais une dernière chose, il faut faire très attention que cette livraison, elle entraîne une sortie de population de la ville. Paris a perdu 59 000 habitants ces 5 dernières années. Avec là, ce qui se passe, ça va exploser. Il y a des dizaines de milliers de Français qui sont en train de déménager. Il y avait déjà 900 000 Français qui habitaient à 200 km de leur travail. Donc, on va passer, je ne sais pas, 1 million, 2 millions, je n'ai pas le chiffre. Il est considérable. Donc cette question de comment j'entre dans la ville et j'en sors, comment je me fais livrer, elle est absolument centrale. Et je dirais une chose, vous savez, la ville, elle n'appartient pas à ses habitants. Moi, je plaide depuis longtemps pour qu'on puisse voter 2 fois aux élections locales. Une fois là où on travaille et une fois là où on dort. Parce qu'en ce moment, ce sont ceux qui dorment qui gouvernent les villes. Or, ceux qui les font tourner, c'est souvent ceux qui y travaillent et qui n'y habitent pas. Paris, il y a 2 millions d'habitants, 700 000 salariés qui habitent Paris, 1 million qui rentrent tous les matins. Et on doit être entre 30 et 50 millions à y venir une fois par mois. Donc si on ne comprend pas que la ville, c'est cet énorme moteur-là, avec des habitants dedans, tout ça mérite d'être pensé ensemble. Alors j'ai entendu ici livraison, on a beaucoup parlé du transport de personnes, mais il y a aussi le transport de marchandises, et c'est peut-être à ce moment que je vais me tourner vers vous, Anne-Marie Drac. Comment est-ce qu'on articule ces transports, cette logistique avec... Je voudrais dire que la nouvelle manière d'insister sur la périphérie que vient d'utiliser Jean Viard, vraiment c'est très profond, hein, y compris d'un point de vue politique. Voilà, hein. Parce que c'est vrai qu'un certain nombre de politiques urbaines et de politiques de transport, c'est quand même... Restons tranquillou chez nous avec nos véhicules électriques. C'est le nouveau rempart de la ville. C'est le nouveau rempart de la ville. C'est bien, mais c'est un rempart. C'est le nouvel octroi. Hein, bon, voilà. Alors, c'est vrai que dans les scénarios prospectifs qu'on avait avant la crise, il y en avait un qui s'appelait « Les gens ne bougent plus, ce sont les biens qui bougent ». Voilà. Et on n'imaginait pas, dans ces scénarios prospectifs de collègues de Jean Viard, que ça allait se réaliser. Et en fait, ça s'est réalisé. C'est-à-dire qu'on a été obligé de ne plus bouger. Par contre, les marchandises, heureusement qu'elles se bougeaient, sinon on n'aurait pas eu ni les masques, ni les médicaments, ni les ordinateurs, ni tout simplement à manger. Et donc, il y a effectivement une grande évolution. Et le fait que la mobilité des marchandises, c'est quelque chose qui, dans les travaux académiques, dans les travaux du Gard, des collectivités, etc., c'est très, très peu connu. On en parle beaucoup dans les journaux, mais les recherches, les flux, les stocks, etc., il n'y en a pas. Par exemple, est-ce que vous avez idée qu'un camion, c'est comme un bus? Oui, un camion, c'est la même chose qu'un bus. Ça massifie. Ça permet d'éviter d'avoir plein de voitures, c'est-à-dire plein de camionnettes. Bon. Est-ce que vous avez idée qu'un entrepôt, c'est comme une gare? Bon. Non, on n'y pense pas. Et c'est pourtant la réalité. Bon, bref. Donc oui, il y a ce schéma-là. Ce que je voulais dire, c'est que du point de vue des collectivités, pour revenir à l'ensemble des mobilités, donc biens et personnes, c'est que les évolutions de société et aussi les évolutions technologiques amènent à un rôle complètement nouveau. Parce que, certes, on peut faire des choix, par exemple, sur les motorisations, mais à ce moment-là se pose la question, on ne paye pas l'essence, est-ce qu'on va payer l'électricité? C'est des nouveaux choix. Et il va falloir travailler avec, par exemple, Enedis ou d'autres, ou Total, enfin, je ne sais pas, des fournisseurs d'énergie. Bon, ils ne sont pas forcément des gens qui étaient directement dans le scope des spécialistes de la mobilité. Autre chose, les embouteillages de voitures électriques ou les embouteillages de voitures autonomes, ça reste des embouteillages. C'est mieux du point de vue électrique, enfin en tout cas dans les pays nucléaires comme le nôtre, bon, mais ça reste des embouteillages. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est comme on le faisait aux États-Unis dès les années 70, de réserver des voies. Bon. Par contre, les incitations financières au covoiturage, il y a eu des expériences ici ou là, ça ne marche pas.
En Île-de-France, il y a eu des financements lourds par la région Île-de-France, quelques milliers sur 42 millions de déplacements par jour. Bon. Donc, ça va pas. Donc il faut chercher, tâtonner des nouveaux modes. Je donnerai un dernier exemple, les tarifications. Donc il y a quelque chose qui est très intéressant. On se dit, grâce au mobile, on va pouvoir offrir aux clients ou à l'usager, enfin comme on veut, c'est la même chose, à la personne, l'accès au choix. Taxi, vélo, trottinette, scooter, métro, autobus, tramway. Il faut vraiment être très, 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 très vertueux pour choisir le métro quand on vous offre gratos le taxi. Et donc on en vient à un rôle de régulation, c'est-à-dire que, comme d'habitude, ce sont quand même les élus qui doivent choisir les tarifs. Par exemple, les tarifications sociales pour les personnes qui en ont le plus besoin. Par exemple, favoriser les gens à l'intérieur de la ville ou favoriser les banlieusards. C'est assez rare qu'on favorise les banlieusards. C'est rare, oui. Et c'est de plus en plus rare, malheureusement. C'est quand même ça l'évolution qui se passe pour des raisons de vote municipal. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que les nouvelles technologies, elles amènent à avoir des horizons différents. Ceux de la tarification, ceux des choix sur les énergies. Parce que par exemple, des voitures électriques et des camionnettes électriques, il y en a ou il va y en avoir assez rapidement. Bon. Des camions, c'est pour dans 20 ans à peu près. Bon, et les meilleures normes européennes, aujourd'hui, les normes les plus écolos, elles concernent des véhicules à gaz. Bon. Donc voilà, c'est comme ça. Donc il faut gérer les transitions. Voilà. Donc je trouve intéressant que toutes ces choses-là renouvellent la façon d'intervenir, et c'est une des manières aussi de penser les mobilités. Et alors la voiture, donc, qui est en fait le mode qui a le plus profité du confinement, ce qui a le plus pâti, c'est l'avion, ce qui a le plus profité, c'est la voiture. Et le vélo. Le vélo aussi, c'est largement développé. Oui, bien sûr, mais enfin le vélo, dans la ville où c'est le plus développé en France, c'est 7%, c'est Strasbourg. Oui, c'est ça qu'il faut rappeler, voilà. c'est 7% des déplacements, ça peut augmenter, mais ça n'ira jamais au-delà de 10-12. Oui, 7% à Strasbourg, 30 ans de boulot. Bon. Donc les modes qui sont développés, c'est la voiture, c'est le vélo dans son créneau, c'est la marche dans son créneau. Voilà, bon. Et malheureusement, les transports en commun sont victimes avec un très très faible taux de remplissage qui commence à revenir. Bon, et qui d'ailleurs a certains bons effets, c'est-à-dire que ça permet de lisser les pointes et d'avoir un peu moins d'embouteillage, si je puis dire, au mauvais moment, enfin au moment des pointes. Bon. Et finalement, j'ai envie de dire que ce sont les gens de la voiture qui ont inventé les concepts des transports de demain, enfin des mobilités de demain. Ça fait déjà 10 ans, c'est normal qu'elle soit le mode dominant qui domine la pensée. Ils ont dit, on sera connecté, on sera électrique et on sera partagé. C'est le mantra de la construction automobile dans le monde entier. Dans le monde entier. Les Américains, les Chinois, les Européens. Et c'est ce qu'on voit sur les mobilités. Elles sont de plus en plus connectées, permettant cette diversité d'usages, etc. On espère qu'elles soient de plus en plus partagées, en luttant contre l'autosolisme et si possible en remplissant des transports en commun, en densifiant pour que ça soit possible de remplir des transports en commun. Voilà. Et donc je pense que ce sont ces mots-là qui finalement résument à peu près ce qui va se passer. On a entendu connecter. On n'espère pas déjà que la voiture va se développer plus que c'est déjà le cas. En termes de transport public. Mais ça va être le cas. Et après tout, si elle est nucléaire et partagée, en banlieue, vous n'aurez pas mieux. Comme rapport qualité-prix, comme le disait la LOTI, le meilleur service public au meilleur coût pour la collectivité. C'est ça la définition du service public par la LOTI. C'est pour ça que j'apprécie tellement le ministre Fitterman. Bon. Et après tout, une voiture remplie à 4 électrique en banlieue ou qui fait la tournée des pavillons avant d'amener les gens peut-être à une gare plus proche. Qu'est-ce qu'on en pense? Où est le problème? Avant d'amener des gens à des parcs relais, voilà. Où à ce moment-là, des moyens de transport plus lourds concentreront, si on arrive à obtenir de la voiture qu'il y ait 3-4 passagers, il n'y a pas de problème. Aucun problème. On n'est surtout pas anti-voiture. De même que moi, je trouve qu'il vaut mieux une voiture électrique taxi, payée par la collectivité, qu'un RER, qu'un TER vide.
C'est clair. Surtout quand il est C'est diesel clair. en plus. Bon. Mais là, du coup, Où c'est est un le problème problème aussi de s'adapter à ce dont ont besoin les citoyens et citoyennes, parce qu'un RER qui, en effet, va relier les bonnes stations et qui va s'adapter à la demande aussi en fonction de l'aménagement du territoire, ce sera toujours mieux qu'une voiture avec même 4 personnes. Mais n'empêcherait pas que les Français ont envie d'habiter dans des maisons avec jardin. C'est leur rêve depuis la guerre. C'est ce Les qu'ils font. résidences secondaires aussi. Et ça va continuer. Non, les résidences secondaires, il y en a 3,5 millions qui appartiennent aux 12 millions de Beaucoup gens de qui habitent Parisiens. en appartement. Ouais. Mais l'essentiel, c'est 70% des Français qui habitent dans des maisons avec jardin et qui le veulent, et c'est leur projet culturel de vie. Et si vous voulez, personne ne peut continuer à faire des villes inventées autrement. On n'arrête pas de dire il faut qu'on soit en hauteur pour des zones écologiques. Moi, j'attends qu'on me sorte un pavillon écologique qui produit son énergie avec un toit qui capte l'énergie, capteur solaire, etc. Et la question, il faut penser le pavillon écologique et arrêter. Évidemment, vous êtes jeune. 75% des gens de votre âge veulent habiter dans les centres-villes. Mais pas les gens Pas de plus de forcément. 35 ans. Si, statistiquement, c'est vrai. Il y a encore un sondage pas qui est mon cas. sorti cette semaine. Peut-être pas votre cas, mais vous êtes marseillaise, hein, c'est pas particulier. La ville fait 32 km de côté. Donc le problème de s'y déplacer, vous savez comment descendre des quartiers nord dans la ville est toujours extrêmement compliqué. C'est là où il y a le plus d'accidents, d'ailleurs. C'est entre les quartiers nord et le centre-ville. Mais c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention de regarder tous les groupes sociaux et comment on arrive à vivre ensemble cette question des mobilités entre ceux qui font du vélo, et c'est génial le vélo, attends, j'ai rien contre le vélo. Les mamans avec les enfants, ça existe aussi, c'est aussi génial, les mamans avec les enfants, ça peut dire les papas avec les enfants, ça serait encore plus génial, etc. etc. Et il y a les questions des livraisons. Donc c'est extrêmement compliqué. Et en fait, on régule le lien social quand on fait des choix de mobilité, parce qu'on va favoriser tel groupe ou tel autre groupe. Et à ça, il faut qu'on fasse très attention. Vous savez, la mobilité, c'est la base du brassage social. On habite de manière dans des quartiers séparés. En gros, on habite dans une communauté culturelle où on est à l'aise et la mobilité nous brasse. Si on ne se brasse plus, ça devient une ville ghetto. Oui. Après, c'est pas forcément le lieu où on communique le plus les C'est un autre sujet, ça c'est pas la Oui. question, vous avez raison. Se croiser, c'est bien, communiquer, c'est peut-être mieux. Croiser, faire des choses, se travailler les uns pour les autres. Oui. Le brassage, il est de différentes façons, hein, je veux dire. Mais une société ne doit pas être faite par des Moi, ce petits que je groupes qui trouve vivent dans leur terrible proximité. que je trouve terrible dans les mots du confinement, lorsqu'on les transpose aux mots de la mobilité, c'est par exemple quand mes petits-enfants, dans la cour de l'école, me disent « faut pas se mélanger ». Ils me le disent de manière physique, parce qu'ils n'ont pas le droit de se mélanger. Bon. Oui, oui. Quand vous employez, quand vous lui donnez toute sa portée, c'est absolument sûr. terrible. J'ai entendu l'autre jour dans une commune de banlieue que je connais parce que j'y ai développé le tramway, on ne peut plus sortir, parce qu'il y avait trop d'histoires de maths. On ne peut plus sortir. Ben, c'est effrayant. Quand on le met de manière plus large, comme un phénomène sociologique. Bon. Voilà, donc acceptons cette diversité et surtout évitons de nous refermer sur des modèles fermés. Voilà, j'en profite, si vous me le permettez, pour rebondir sur évitons de nous fermer. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot rempart, j'ai entendu est-ce qu'on favorise les banlieusards, ça n'arrive pas souvent. Voilà. Alors, il y a quand même des évolutions législatives quand même importantes. La création des métropoles. Attendez, la création des métropoles est quelque part une sorte de tremblement de terre institutionnel. Moi, commune de 50 000 habitants, j'étais dans ma commune et tout allait bien. Maintenant, j'appartiens à une métropole de 49 communes. Désormais, il n'y a plus qu'un plan local d'urbanisme. Avant, j'avais le mien. Et il y en avait 48 autres à côté. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et dans le plan local d'urbanisme, par exemple, dans ma métropole de Nice-Côte d'Azur, avec Christian Estrosi, qu'est-ce qu'on a fait? On fait que première ligne de tram, deuxième ligne de tram, troisième ligne de tram, quatrième ligne de tram qui va arriver chez moi, cinquième ligne de tram qui va arriver sur l'Est avec la banlieue, et je représente un peu la banlieue de Nice. Et puis, on va faire du téléphérique pour lier, et pour permettre justement aux gens qui habitent en périphérie éloignée, dans nos villages, parce que la métropole de Nice-Côte d'Azur, par exemple, c'est à la fois une conurbation urbaine très dense, et en même temps, nous avons plus de communes rurales que de communes urbaines. Eh bien, pour permettre à ces gens de se brasser, de se déplacer, de ne pas être coincés, nous avons mis en place un système de transport à 1 euro. Donc, quel que soit le kilométrage, vous payez 1 euro. Ça permet justement d'éviter d'enfermer les gens et nous avons, quelque part, fait sauter ces remparts-là grâce à la métropole. Cette vision, parce que je vous rejoins totalement... C'est un transport en bus.
Transport en bus, oui, essentiellement, et transport en tram. Et demain, je l'espère, transport en train. Voilà. Et donc, je vous rejoins totalement sur un point, c'est que le transport est un outil, mais le principal, c'est l'aménagement du territoire en amont. Quelle vision avons-nous de l'aménagement du territoire ? Eh bien, désormais, il va y avoir une vision unique sur 49 communes dans laquelle on intégrera les besoins à la fois urbains, à la fois périphériques et à la fois ruraux. Et tout ça devra fonctionner ensemble parce qu'il y a une vision unique. Peut-être pour poursuivre sur une question qui n'a pas été encore abordée, il y a la question du financement et notamment de comment est-ce qu'on va rendre ces transports collectifs peut-être plus attractifs avec la tarification. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ? Alors, il y a à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles, j'allais dire. Bon, des 40 ans du Gard, on a le versement mobilité qui fait de nous... Unique au monde. Unique au monde, Madame la C'est un Ministre. trésor national. Et, voilà, et qui fait que de nous, quand on se rencontre au niveau européen, on est jalousé. Bien. Et grâce, effectivement, au versement mobilité, cela pèse moins sur l'usager, qui, en moyenne statistique, paye un tiers du prix réel. Donc les 2 tiers sont payés par qui ? Sont payés par le contribuable et les entreprises. Voilà, c'est clair, c'est net. Nous avons eu, suite au Covid, une baisse, un effondrement de nos recettes très forte, un peu moins d'ailleurs sur le versement mobilité. Et aujourd'hui, nous nous félicitons que le gouvernement ait pu compenser, en tous les cas en région parisienne, mais pas en province. Et donc, nous appelons le gouvernement à être cohérent et à faire en sorte qu'y compris les réseaux de province, les AOM de province, bénéficient du même traitement, c'est-à-dire d'une compensation de ce qui nous a manqué. Parce que sinon, on ne peut pas se développer. Et donc, nous avons désormais Philippe Duron qui a été missionné par le ministre des Transports pour le nouvel modèle économique de demain, d'équilibre économique. Comment va-t-on faire si, effectivement, nous avons des difficultés à continuer, puisque vous le savez sans doute, si un bus diesel coûte autour de 250 000 €, un véhicule électrique, un bus électrique, c'est à peu près le double, et un véhicule hydrogène, c'est autour des 800 000 €. Donc on est tout à fait favorable, bien entendu, pour aller dans le sens de la transition énergétique, mais ça coûte cher. Donc il faut que l'État nous aide. Et là, nous ne sommes pas totalement satisfaits, puisqu'il y a le dernier appel à projet, enfin, avec 450 millions d'euros. C'est bien. Mais tout simplement, c'était un engagement qui est tenu avec un peu de retard. Et deuxièmement, il y a 11 milliards de projets derrière. Donc 450 millions ne suffisent pas pour permettre le développement de tout ce que les élus, tout ce que les autorités de transport sur le terrain veulent faire pour justement répondre à la demande. Et sur le point de la tarification, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous proposent la gratuité des transports en commun. Que propose le Gard ? Le Gard était très prudent. Le Gard n'a pas de tutelle sur les autorités de transport. Elles font ce qu'elles veulent. Mais le Gard attire l'attention sur le fait que si vous mettez la gratuité sur les transports, pourquoi pas ? C'est vous. C'est un choix politique local. Bien. Mais à ce moment-là, vous n'avez plus les recettes qui vont avec. Et comme vous devez répondre à une demande qui augmente, qu'on le veuille ou non, notamment au niveau de la fréquence, au niveau des nouveaux matériels et tout. Comment allez-vous faire pour investir ? Alors, vous avez 2 possibilités. Soit vous augmentez les impôts, l'argent qui rentre, ce n'est pas l'idéal, je ne crois pas. Deuxièmement, vous avez une autre possibilité, mais qui est guère meilleure pour moi, c'est que vous allez prendre dans le budget général, donc sur d'autres services publics, de l'argent pour alimenter effectivement la gratuité qui coûte. Effectivement, la gratuité a un coût. Très bien. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot sur ces 40 ans du Gard ? Ah oui, il y a un dernier mot sans doute, bien sûr, qui nous vient à l'esprit tout à l'heure, c'est de rendre hommage à mes prédécesseurs. Et je dirais à tous ceux qui ont fait le Gard. Et donc je voudrais les citer nommément. Jean Lagarde, qui a été le premier président du Gard à partir de 82 et qui était caractérisé, tout le monde m'en a parlé, par son énergie. Puis nous avons eu ensuite Jean-Michel Gadra. Alors lui, c'était, m'a-t-on dit, l'enthousiasme personnifié, avec de 83 à 89. Et puis nous avons eu
Jacques Oxiette, que tout le monde connaît, qui a fait 12 ans à la tête de cette association, qu'il a installée dans le paysage. Puis Jean-Michel Desto, qui a initié le GIE Objectif Transport Public avec l'UTP, qui a permis de travailler avec tous les opérateurs et donc de renforcer encore, je dirais, ce monde de la mobilité et qui a créé le Salon européen de la mobilité. Et puis avec Roland Ries, dont j'ai été le premier vice-président et qui ensuite est devenu mon premier vice-président et avec qui, avec des sensibilités politiques différentes, c'est ça la force du Gard. C'est qu'autour de la table aujourd'hui, nous avons toutes les sensibilités, tout le monde se respecte. Pourquoi ? Parce qu'au-delà et au-dessus de nos sensibilités politiques de chacun d'entre nous, il y a un intérêt général, je l'ai dit, c'est celui des transports, de la mobilité et de l'usager. Nous sommes au service de nos concitoyens. La plus belle définition du Gard, elle est là. Nous sommes au service. Nous sommes des élus. Nous ne sommes que des êtres humains avec nos qualités, nos défauts. Mais alors, l'usager, la personne, le citoyen, c'est lui qui doit nous guider. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous ensemble. C'était un très beau mot de la fin et ceci marque donc la fin de cette conférence spéciale 40 ans du Gard sur les enjeux de la mobilité. Je pense qu'on peut remercier toute l'équipe organisatrice, les studios Victoire et également nos intervenants Jean Viard, Anne-Marie Hydrac ainsi que vous, Louis Nègre. Et pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à réagir également et puis je vous remercie.